Triple victoire pour Richard Virenque lors de la première épreuve de montagne du Tour. Il gagne l'étape, prend le maillot jaune et celui de meilleur grimpeur. Richard Virenque qui revient dans ce journal sur sa performance du jour. Que de bouchons sur la route des vacances, 500 km à la mi-journée sous la chaleur. Il fallait de la patience pour gagner le sud notamment, au retour progressif à la normale. Répétition grandeur nature du 14 juillet, 1h30 de défilé. Des milliers d'hommes et de femmes descendront les Champs-Élysées avec bien sûr la traditionnelle Légion étrangère. Les grandes eaux de Versailles, un spectacle nocturne pour voir autrement le château. Effets spéciaux garantis grâce au laser, une vision rafraîchissante. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose d'ouvrir ce journal par la première étape de montagne du Tour de France. Richard Virenque a laissé loin derrière lui le peloton pour s'emparer du maillot jaune et du maillot à pois. Le cycliste français sous la chaleur a donné le meilleur de lui-même pour gagner la 7e étape du Tour, soit plus de 230 km. C'est dans l'ascension du col le plus dur de l'étape que Richard Virenque s'est échappé. Nathanaël de Rinxin, Nadine Picard. L'émeute est à la hauteur de l'événement. Emporté par la foule, Richard Virenque a du mal à reprendre son souffle. Après 230 km d'efforts, sous un soleil de plomb, le voilà épuisé mais heureux. À Morzine, Virenque remporte l'étape. Il endosse surtout le maillot jaune, un vrai bonheur. Je voulais faire quelque chose de grand sur ce tour du centenaire et je crois que je commence bien la montagne. C'est magique en plus avec un maillot jaune sur le dos. Demain ça va être la folie. Ce matin, dans le bus de l'équipe, les partenaires de Virenque écoutent attentivement les consignes. Pour ce qui est de Richard, qui ces derniers jours est resté tranquille. Pas d'obligation dans les échappées. Il est resté bien à l'abri. Il est en forme, il a de l'expérience, il verra lui, durant l'étape, quoi faire. La canicule, la montagne, le public, tous les ingrédients sont réunis. Virenque est dans la bonne échappée, le petit groupe compte 10 minutes d'avance sur le peloton. Mais Virenque a des fourmis dans les jambes, il accélère. En haut dans l'école, le public se réjouit déjà à l'idée de voir passer son favori en tête de la course. Il a 3 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes d'avance, là, il peut gagner. Parce que Virenque, il va vite dans la descente. Le petit coup de pouce du destin, c'est peut-être ce train qui retient le maillot jaune pendant quelques instants. Virenque, lui, poursuit son effort. Il est désormais seul en tête. Son avance sur le peloton fond à vue d'œil. Mais le Français a de la ressource. Sur la ligne d'arrivée à Morzine, il précède Armstrong de plus de 4 minutes. Bien assez pour remporter un 6e succès sur le Tour et endosser le maillot jaune. Richard Virenque, dont on connaît les qualités de grimpeur, a pu offrir aujourd'hui à ceux qui le soutenaient, et en premier lieu sa famille, cette triple victoire. Richard Virenque qui raconte sa joie et son émotion à Nathanaël de Rinxin. Richard, 11 ans après, ce maillot jaune, c'est extraordinaire. Oui, c'est magique, quoi, hein. Comme on dit, la boucle est bouclée. Et je suis vraiment un homme comblé. C'était plus une étape. Mais le maillot jaune qui me tombe dessus, quoi, c'est magique. Bon, je vais défendre mon maillot à pois parce que je pense que j'ai la prétention de pouvoir le gagner. Bon, le maillot jaune pour moi, c'est un peu mission impossible. Bon, c'est une circonstance de course, j'ai pu le prendre aujourd'hui, mais bon, on va voir. Vous n'êtes pas un peu surpris de l'attitude d'Armstrong qui vous a laissé partir? Non, simplement, je crois qu'il sait qui sont ses adversaires. Et je sais que je ne suis pas quelqu'un qui peut l'inquiéter dans les contre-la-montre et sur la fin du tour. Et comme je le redis, je suis plus là pour un maillot à pois. Et le jaune, c'est génial, mais franchement, quand on va arriver dans les contre-la-montre de 50 km, Armstrong, il va me mettre 5-6 minutes. Donc, Vous allez en faire quoi de ce jaune alors? Vous allez pas lui rendre quand même? Non, on va le garder, mais je dirais ça sera du bonus jour par jour, mais il faut pas rêver, quoi. L'actualité de ce samedi est marquée bien évidemment par les départs sur les routes des vacances. La chaleur et les bouchons ont accompagné les automobilistes, comme dans la vallée du Rhône où on enregistrait dans la matinée plus de 170 km de gros ralentissements. La situation va en s'améliorant au fil de la journée. Didier Guyot, Philippe Évêque. La prochaine fois, on s'y prendra peut-être un petit peu plus tôt. On partira peut-être un petit peu plus tôt. C'est énervant, c'est stressant tout ça? Un peu stressant quand même. Stressant, fatigant.
Fatigant et on le comprend. Entre Vienne et Orange, ce ne fut aujourd'hui qu'une succession de bouchons et de ralentissements. Il fallait compter 2 à 3 fois plus de temps que d'habitude, ainsi 4 heures pour faire à peine 200 km. 32 km toujours et encore de ralentissement après la barrière de péage de Vienne-Reventin. Difficulté également sur 25 km après. Et cette litanie de chiffres, ce fut la seule musique de la journée égrenée par la radio. 10 km à Ternay, 20 km à Vienne et à Valence, 30 km à Montélimar, de quoi être éprouvé. Des ralentissements sur, je sais quoi, 10-15 km. Après ça roule bien, on ne sait pas pourquoi. On roule à 110, puis d'un coup pouf on s'arrête. Puis on roule à 30 pendant 5 km, 10 km, puis après on roule de nouveau 110. Une autoroute bondée et des aires de repos prises d'assaut. Stress, fatigue et chaleur accablante. Beaucoup de vacanciers n'avaient qu'une idée en tête, faire une pause. Aujourd'hui c'est particulièrement difficile, si c'est vrai, parce que bon, la petite était malade dans la voiture, et puis avec les bouchons ça fait que bon, il y a des ralentissements, après on roule 5-10 minutes, après ça ralentit à nouveau. C'est vrai que c'est dur entre Vienne et Orange. Au secours! Démonstration de gestes de survie par les pompiers de l'Oriol. Il y a quelques mois, 5 de leurs collègues étaient fauchés par une voiture. Des tracts sont distribués pour sensibiliser les conducteurs à la sécurité, mais beaucoup n'écoutent pas. Malheureusement, on a aussi une population qui se croit invulnérable à leur volant et qui ne pense pas que l'accident peut leur arriver à eux et que ça arrive qu'aux autres, mais surtout pas à eux. Aujourd'hui, on a compté jusqu'à 692 km de ralentissement. Une journée classée rouge dans le sud par bison futé, orange partout ailleurs. On roulait au pas sur de nombreux axes routiers. Patience et prudence à Maurice-Guibert. On connaissait le bouchon lyonnais, il y a aussi le bouchon bordelais. Sur la 10, en provenance de Paris, 4 km de ralentissement avant d'atteindre le péage de Vierzac. Et après pas de répit, de nouveau 4 km de bouchon à l'entrée de l'A63 vers Bayonne. Le même spectacle dans l'Aveyron, 23 km de bouchons et l'autoroute se transforme en sentier pédestre pour des vacanciers pris au piège. Vous avez choisi de faire tout le trajet à pied? Ouais, bah vu la vitesse à laquelle on avance, c'est pas gênant. Hein? Mettre toujours le camion bouchon, mais juste au bouchon, au lieu de le mettre quelques kilomètres avant. Oui, parce qu'à ce moment-là, on aurait bifurqué, on aurait pris Rodez. Bah oui. Sous la chaleur écrasante, voici l'oasis des vacanciers, l'aire d'autoroute, ici près d'Antibes, un avant-goût des vacances. Tout va bien, même le chant des cigales s'y mêle, donc c'est génial. Il y a ceux qui profitent et les autres qui travaillent. En première ligne, les gendarmes. Ici près de Marseille, opération contrôle routier renforcée et une constatation, les automobilistes semblent plus prudents. La politique qui a été mise en œuvre depuis 1 an et qui consiste à faire de la répression plus qu'on en faisait peut-être avant, cette politique a des résultats. Une sévérité accrue qui sera plus particulièrement appliquée tous les week-ends de l'été. Nicolas Sarkozy qui participait en début d'après-midi à des opérations de surveillance sur les routes en Charente-Maritime. Le ministre de l'Intérieur, par sa présence, marque bien la volonté gouvernementale de continuer à faire de la sécurité routière une priorité. Mais la question corse était bien présente dans les esprits. Nicolas Sarkozy est revenu sur le verdict du procès Erignac. Voici ses propos. La justice devait passer. L'impunité crée un sentiment terrible. Chez les coupables et chez les Corses, qui ont aussi le droit au respect de l'état de droit. Mais une fois que la justice est passée, il faut que chacun réfléchisse et que d'autres comportements se mettent en place. Il faut arrêter avec cette violence. Et l'État n'a pas à négocier pour arrêter la violence. L'État doit faire respecter l'état de droit. Sans excès, mais aussi sans faiblesse. J'avais eu l'occasion de le dire. Le temps de l'impunité, c'est terminé. 24 heures après le verdict du procès du commando Erignac qui a condamné les 8 nationalistes à des peines allant de la perpétuité à 15 ans de prison. Peu de réactions officielles en Corse, retiendra celle de 2 organisations nationalistes qui estiment que le verdict est davantage une vengeance qu'une décision de justice. À Ajaccio et à Bastia, les avis sont partagés à l'image des Corses. Stéphane de Bretner, Yvan Martinet. Comme Yvan Colonna, c'est un enfant du village. Pierre Alessandri, condamné hier à la prison à perpétuité, a vécu ici jusqu'à son arrestation il y a 4 ans. Évidemment, tous les habitants ont suivi ce procès. Certains ne diront pas devant la caméra leur colère après un verdict qu'ils estiment injuste. Mais d'autres acceptent la décision de la Cour. Que bien sûr, quelque part, ça me fait de la peine, parce qu'on les a connus tout jeunes, mais que
mais qu'il y a une justice, elle est pour tout le monde, cette justice. C'est difficile pour la famille, c'est toujours ennuyeux, c'est toujours dramatique, hein. Mais voilà, il faut respecter les règles. L'historien Gabriel Xavier Coulioli est inquiet des conséquences de ce jugement parce que les peines ne font pas de différence entre les condamnés. Le jugement tel qu'il a été rendu, c'est-à-dire en condamnant des gens qui proclamaient leur innocence et contre lesquels il n'y avait que l'intime conviction de policiers, est ressenti comme une profonde injustice. Et ça encore, c'est terrible. Le mot de vengeance a été prononcé, et à vendetta ici, ça veut dire que c'est une guerre sans fin qui commence à s'ouvrir. Pour faire face à la menace d'attentat, des renforts de police sont arrivés hier. Devant les bâtiments publics, cible symbolique, pas de signes ostentatoires, mais beaucoup de policiers en civil qui sillonnent la ville, surtout la nuit. Pour l'instant, les clandestins n'ont pas fait d'appel à la lutte, mais ce ne sera sans doute pas nécessaire pour passer à l'action. Un communiqué de quelques lignes hier, voilà la seule réaction officielle des nationalistes. Déstabilisés par ce verdict qu'ils qualifient de vengeance de l'État, ils attendent la grande manifestation de samedi prochain pour s'exprimer publiquement. Les cérémonies du 14 juillet avec les répétitions du défilé officiel qui durera plus d'une heure et demie. Des milliers d'hommes et de femmes descendront les Champs-Élysées après la parade aérienne au cours de laquelle quelques 75 appareils survoleront le centre de la capitale. Ce sera alors le tour des troupes à pied dans la Légion étrangère. Dans les coulisses, Thierry Curté, Guillaume Fautra. 52 ans, dont 28 de Légion étrangère. Le caporal-chef, pied plat, est un pionnier. L'un de ceux qui autrefois ouvrait la route à coups de hache pour que la troupe passe. Il en est à son 13e défilé, il a ses trucs. Déjà, faut pas que je regarde ni à gauche ni à droite. Il faut que je regarde la tête de mon camarade devant moi. La tête haute, c'est-à-dire regarder le képi. Je regarde le képi, droit devant. Pied plat, c'est le nom qu'il s'est choisi la première année. Il l'a gardé, c'est devenu son identité. Plus d'une centaine de nationalités sont présentes à la Légion. Ceux qui le souhaiteront deviendront français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Aujourd'hui, ils viennent d'Europe de l'Est, de Yougoslavie et même de Mongolie. Je crois qu'on ne peut pas tout expliquer en fait. Il y a un côté magique, il y a quelque chose du génie français à fédérer, à faire avancer les gens d'origine diverse vers un seul but qui est de remplir la mission en fait. Première répétition tous ensemble ce matin sur le camp de Satori. Il faut coordonner 3840 hommes qui défileront au même pas cadencé. Tout cela est très précis, 120 pas à la minute, sauf pour la Légion étrangère, qui elle parade à 88 pas minute. Elle ferme le banc. Quelle meilleure occasion que le 14 juillet pour souligner l'importance des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La France en possède 4, dont le Téméraire, qui est parti pour une mission de 70 jours à la mi-juin, ces dernières heures avant la plongée avec Thierry Curté et Abdel Zouyej. Dans 12 heures, il appareille. Tout est prêt depuis plusieurs jours. Le Téméraire va donc assurer la dissuasion nucléaire. La France s'impose d'avoir en permanence en mer au moins un sous-marin armé de missiles atomiques prêt à tirer. La raison d'être de ce bâtiment, la voici. Il s'agit en fait d'une mini Ariane, environ 35 tonnes, 2 mètres de diamètre, 11 mètres de haut, qui transporte 6 têtes nucléaires. Donc 16 missiles, 96 têtes nucléaires à bord, ce qui représente environ 500 fois Hiroshima. S'il est le seul maître à bord, il ne peut tirer seul ses missiles. Les codes de mise à feu sont en 3 parties. À bord du sous-marin, le commandant et son second en possèdent une part, informatisée dans ce boîtier électronique. Le 3e élément viendrait de l'Elysée au dernier moment, avec la désignation des cibles. C'est Nicolas Courceau qui, avec son équipe, doit assurer l'entretien de ces missiles. Comment vivre 70 jours sous l'eau avec 96 bombes nucléaires? En répondant à cette question, ce n'est curieusement pas d'abord à eux que les 110 hommes du bord pensent. C'est vrai que la contrainte, à mon sens, est plus forte pour les familles. C'est les familles qui sont sans nouvelles. Et puis 70 jours sous l'eau, c'est pas invivable, ça se fait sur la base d'un volontariat. Dernière nuit à quai, dernier soleil couchant de l'été. Ils sont tous consignés à bord, comme s'ils étaient déjà partis. Je vous présente ma chambre 3 étoiles. Les officiers ont une chambre chacun, les autres dorment à 2 ou 4. L'espace est forcément limité. 9 heures ce matin, l'appareillage. La fébrilité gagne. En surface, le bâtiment est vulnérable, manœuvre mal.
Chacun sait aussi à cet instant ce qu'il laisse à terre. Dès que l'écoutille se referme, ils se retrouvent entre eux, seuls au monde. Car pour une sécurité absolue, personne à terre, pas même le président de la République, ne sait où se trouve le téméraire en ce moment. Depuis ce matin, l'Assemblée nationale offre sa façade le temps d'une exposition aux Mariannes d'aujourd'hui. Le Palais Bourbon devient la dernière étape de la marche des femmes des cités. Laurent Hakim, Yann Moine. Il y a tout juste 5 ans, la Coupe du Monde de football brandissait la fraternité black-blanc-beurre. Et puis la Coupe du Monde terminée, la fraternité s'est un peu fait oublier. 5 ans plus tard, l'Assemblée nationale la remet au goût du jour. 14 Mariannes black, blanche ou beurre au fronton. Des photomatons géantes commentées par les modèles elles-mêmes. J'ai le droit de dire belle? Bah ouais, plutôt bien, plutôt réussi, mais ça marche pour les 13 autres filles, on a été plutôt réussi, on nous a bien tiré le portrait je pense. Ni pute ni soumise, 14 jeunes femmes issues des banlieues en lutte contre les violences machistes des cités. Après leur marche à travers la France, les voici en symbole de la République. Ni pute ni soumise, d'accord, mais pourquoi pas un jour députée? Chacune va décider si elle continue à basculer dans la politique. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais moi je le souhaite. Je souhaite qu'un jour à l'Assemblée nationale, on ait aussi des femmes qui soient de différentes couleurs. À en croire le président de l'Assemblée nationale, on pourrait même envisager une fille des cités comme buste de Marianne sur la cheminée des mairies. Elle a un visage, et ce visage, il est éternel, c'est le visage de la liberté, c'est le visage de la recherche d'égalité, et c'est le visage du souci de fraternité. Alors qu'elle ne s'incarne pas dans une femme, elle s'incarne dans toutes les femmes, y compris les femmes des cités. Liberté, égalité, fraternité et désormais mixité comme symbole de la République. À la veille du 14 juillet, Marianne opère donc une nouvelle révolution. Elle est fonctionnaire et porte le voile. Son refus d'enlever son foulard lui vaut aujourd'hui une nouvelle sanction, 1 an de suspension sans salaire. Pourtant, la jeune femme a décidé de poursuivre sa route, celle de ses convictions. Hélène Orguet. Cette jeune femme est fonctionnaire et musulmane. 2 ans après son recrutement, elle se présente coiffée d'un voile. Aujourd'hui, son obstination à le porter lui vaut 1 an de suspension sans salaire, une sanction confirmée par le tribunal administratif. Je trouve ça vraiment profondément injuste qu'on m'impose un choix entre mon travail, que j'aime beaucoup, et ma religion, qui m'est propre. Je suis choquée, parce que j'ai constaté qu'aujourd'hui, en conseil de discipline, c'était pas l'agent qui était passé en conseil de discipline, mais c'était ma religion, c'est l'islam qu'on juge. Selon l'arrêt du tribunal administratif, la jeune femme, en revêtant son foulard, a commis une faute d'une particulière gravité. Les principes de neutralité et de laïcité du service public n'ont pas été respectés. Mais selon son avocat, ni les statuts de la fonction publique, ni leur dernière révision ne sont clairs à propos du foulard islamique. Le statut a été refondu en 83, il était facile de rajouter dans la loi et on peut le faire à tout moment par un amendement. Le port de tout signe religieux, de quelque nature qu'il soit, est interdit à tout fonctionnaire. Ça ne figure pas explicitement dans la loi. La jeune femme affirme qu'elle reprendra le travail dans 1 an avec son voile. En attendant, elle fera appel au Conseil régional du culte musulman. Après Paris et la Gay Pride, voici comme chaque année la Love Parade de Berlin. 500 000 personnes participaient cet après-midi à cette 15e édition. Mais le constat est sans appel, il y a en fait chaque année moins de monde, disent les habitués. Une baisse de fréquentation qui n'a pas gâché la fête, mais qui à terme pourrait peut-être remettre en question la Love Parade. La question se pose dans de nombreux pays. L'usage thérapeutique du cannabis peut-il être dépénalisé? Aujourd'hui, la France dit non. Le Canada, en revanche, malgré les réticences du gouvernement, a tranché. Une cour de l'État de l'Ontario a même contraint les autorités à fournir de la marijuana aux malades qui le demandaient. Laurence de Cherve. Des kilos de feuilles ou de graines de cannabis prêts à être distribués. Le gouvernement canadien a pour obligation de fournir l'herbe à près de 600 personnes souffrant de maladies graves. En donnant raison aux consommateurs de marijuana à des fins thérapeutiques, le tribunal de l'Ontario a lancé un ultimatum au gouvernement, pourtant très réticent. Il n'existe aucune étude nulle part dans le monde capable de confirmer les bénéfices médicaux. 30 grammes de feuilles par mois pour 150 $ canadiens ou un paquet de graines par an pour 20 $. Les malades autorisés à fumer du cannabis dans un but médical ne sont pourtant pas satisfaits du plan du gouvernement qui prévoit de leur faire payer la drogue. C'est un écran de fumée, une farce. Pour Alison, atteinte de dystrophie musculaire, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Obligée de se déplacer en fauteuil roulant, elle souhaite 90 grammes de cannabis par semaine pour soulager ses douleurs.
Moi, je peux pas débourser 450 $ canadiens. Je sais pas où je peux les trouver. Les médecins chargés d'être les intermédiaires refusent de jouer les dealers. En faisant appel de ce jugement, le gouvernement, lui, se réserve le droit de suspendre ce programme sans préavis. George Bush, qui vient d'achever sa tournée africaine, a fait de la lutte contre le sida en Afrique une de ses priorités. Un plan d'aide de 15 milliards de dollars devrait être mis en place. Les pays de la région sont, c'est vrai, décimés par le virus et ont tant de mal à faire face, comme le montre ce reportage au Mali. 100 000 malades y sont recensés et l'accès aux soins, et notamment à la trithérapie, fait figure d'exception. Envoyés spéciaux, Nathalie Sapena, Frédéric Libon. En plein cœur du marché de Bamako, le CESAC, une association qui dépiste et soigne 5000 malades du sida. Sissoko doit la vie à cette association. Il est l'un des rares à bénéficier du traitement antirétroviral. Tous les mois, il se rend à une visite médicale. 110 kilos aujourd'hui contre 57 il y a 2 ans avant le début du traitement. Un résultat spectaculaire obtenu grâce à une discipline sans faille. Mais quand tu prends le crucifix à 7 heures, tu manges? 5 prises par jour, à heure fixe, à jeun avec des effets secondaires, lourds et exigeants. Mais Sissoko et les autres malades ont vite appris à jongler avec les horaires grâce à l'aide de l'association. Ils ont tellement de stratégies pour faire face aux différentes contraintes des horaires de prise des médicaments. Et certes, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais nous avons appris qu'avec l'approche familiale, l'implication de la famille dans la prise en charge, on a un taux de réussite d'à peu près 95-98%. À 36 ans, Sissoko est aujourd'hui capable de s'occuper de son épouse et de ses 4 enfants, malades mais sans traitement. Sissoko, ça a changé beaucoup. Ça m'a donné aussi vraiment l'espoir de vivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Au Mali, un traitement coûte l'équivalent de 70 € par mois. Exorbitant dans un pays où le salaire moyen plafonne à 60 € par mois. Fatoumata, comme l'immense majorité des Maliens, n'a pas les moyens de se soigner. Elle souffre, elle a faim, elle ne peut pas se lever. Mais le médecin de l'association qui vient la voir tous les jours ne peut pas grand-chose pour elle. C'est ce métal qu'on a sur notre main actuellement. Sans l'apport des antirétro, la dame continue toujours à présenter les infections opportunistes. Il faut un antirétroviral. Au Mali, sur les 130 000 malades du sida, seulement 500 ont accès aux antirétroviraux. Pour que ce chiffre augmente, une seule solution, que les pays riches se montrent beaucoup plus généreux. La polémique concernant les armes de destruction massive qu'était supposé détenir Saddam Hussein est loin de s'éteindre. Aujourd'hui, le président américain redit toute sa confiance au patron de la CIA, au moment où précisément les services secrets sont habilement mis en cause. C'est eux qui n'auraient pas su fournir les bonnes informations à la Maison-Blanche. Notre correspondant à Washington, Alain Chalvan. Elles ont tout fait pour attirer son attention, pour le distraire, pour lui plaire au cours de cette tournée africaine, mais rien n'y fait. George Bush est ailleurs. Où qu'il soit, il est poursuivi par l'écho de son discours sur l'état de l'Union, prononcé le 28 janvier dernier, devant l'ensemble du Congrès et des millions de téléspectateurs. Le président américain avait alors solennellement repris à son compte des informations britanniques. Nous savons, a-t-il dit, que Saddam Hussein a voulu se procurer de l'uranium en Afrique. Le problème, c'est que l'on sait maintenant que la CIA avait conclu bien avant le 28 janvier que l'information était bidon. Le président aurait-il alors délibérément menti pour justifier une intervention en Irak? La polémique enfle à Washington lorsque hier, du bureau du président ougandais, George Bush a trouvé le coupable. La CIA, qui, dit-il, a donné son feu vert à son discours du 28 janvier. Presque aussitôt, George Tenet, le directeur de la CIA, dans un communiqué, bat sa coulpe et reconnaît sa faute, sa très grande faute. Il aurait dû faire rayer ces 16 mots du discours, il est le responsable. Renvoi d'ascenseur ce matin du bureau d'un autre président africain, le Nigérian. George Bush pardonne. Je renouvelle, dit-il, ma confiance à George Tenet. Tout est donc clair. En prenant la faute, le directeur de la CIA a sauvé sa tête. Cela suffira-t-il à clore l'affaire? Rien n'est moins sûr. Déjà, des groupes d'opposition diffusent à la télévision des spots traitant le président de menteur. Et des membres démocrates du Congrès parlent d'un nouveau Watergate. Ce qu'ils veulent savoir maintenant, c'est qui a écrit ces 16 mots, tout en sachant que l'information était erronée.
En Irak, pas un jour sans de nouvelles attaques contre les troupes américaines. Les difficultés croissantes à remettre en ordre le pays amènent les États-Unis à s'interroger sur la réduction éventuelle de leurs forces sur place. L'exemple à Falloujah, où l'hostilité de la population les contraint à envisager un allègement de leur présence dans cette région. Reportage Hervé Guéquière, Diane Richard. Partir ou ne pas partir, le grand dilemme des soldats américains à Falloujah. Après le harcèlement et les embuscades, voici l'heure des conciliabules au sein même de la mairie. Officiers et notables locaux sont en grande discussion. Cet Américain confie par exemple qu'il ne verra pas les choses progresser en Irak. Tout simplement parce que les troupes de Washington rentreront bientôt chez elles. Simple promesse lorsqu'on entend la conférence de presse organisée quelques minutes plus tard. Il n'y a pas de retrait. Je dois garder les effectifs dont j'ai besoin pour entraîner les policiers irakiens, pour remettre en état les communications et pour organiser des patrouilles mixtes. Les Américains ont tout de même allégé leur dispositif pour apaiser les esprits, mais ils sont toujours présents. Au commissariat central de Falloujah, c'est l'heure des petits travaux, de la remise en ordre et l'espoir de travailler sans contrainte. Pour satisfaire les habitants de Falloujah, les policiers irakiens doivent prendre leurs fonctions à la place des soldats américains. Quand nous patrouillerons seuls, ce sera comme un calmant pour la ville. Washington craint en fait qu'un retrait même partiel de Falloujah soit un premier aveu de faiblesse et d'impuissance en Irak. Une évidence, le sujet est sensible et si les Américains quittent le centre-ville, ce ne sera qu'à contre-cœur. Nous évoquions la semaine dernière l'opération qu'allaient subir ces sœurs siamoises attachées par la tête et qui avaient pris la décision en connaissant tous les risques. Cette opération leur fut fatale. Elles sont décédées à Singapour. Aujourd'hui, elles ont été enterrées dans leur village natal au sud de l'Iran. Plus de 20 000 personnes sont venues leur rendre hommage. Une immense foule qui entourait les parents des jeunes femmes. Retour en Europe, une Europe sous la chaleur avec un début d'été caniculaire, notamment en Italie. Des records de chaleur ont été battus ces dernières semaines. La température moyenne relevée en juin dans la péninsule a été la plus élevée depuis 1950. Le niveau du Pô, le plus grand fleuve italien, atteint un seuil critique menaçant la production d'hydroélectricité. Et en France, en raison des risques d'incendie dus à la sécheresse, le président du Conseil général des Hautes-Alpes a demandé au maire de son département de reporter les feux d'artifice prévus pour le 14 juillet. En Isère, la ville de Grenoble a d'ores et déjà décidé d'annuler son spectacle pyrotechnique. Labyrinthus, un labyrinthe végétal géant de 4 hectares tracé dans les champs de maïs qui sert de cadre à des représentations théâtrales. Et cette année, les œuvres d'Alexandre Dumas y sont à l'honneur. À Robyvillers dans le Haut-Rhin, Christophe Nédart, Pascal Rédinger. La croix des mousquetaires, symbole de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Vu de près, il s'agit d'un redoutable labyrinthe qui s'étend sur 4 hectares. À gauche, et puis on remonte. Vous avez vu ? Par là, hop là. C'est là? Non. Vous êtes un peu perdu là? Un peu beaucoup, oui. Au détour des haies, plusieurs spectacles vous plongent dans l'œuvre de ce grand auteur français. On croise par exemple D'Artagnan et ses 3 compagnons de fortune. Il faut vous montrer aussi raisonnable que vos amis et mordre la poussière comme eux. Adieu, monsieur. On y découvre tout d'abord le jeu à travers un labyrinthe et puis la vie de l'auteur à travers des romans, à travers des scénettes, c'est fabuleux. Des dalles végétales où le théâtre se mêle aux connaissances, le Labyrinthus donne vie à des histoires qui ont bercé notre enfance. Alexandre Dumas, c'est un univers de mystère, d'intrigue, de complot. Et dans un labyrinthe, c'est merveilleux à mettre en scène. Parce qu'en fait, le labyrinthe, on tourne à gauche, à droite, on est toujours perdu. On est dans le mouvement, on est dans l'action. Et avec Dumas, on est toujours dans l'action. 9 mois ont été nécessaires pour transformer ce champ de maïs en labyrinthe géant. 40 personnes l'animent quotidiennement. On n'en attendait pas moins pour ce géant de la littérature. Une planche tractée par un cerf-volant, c'est le kitesurfing, un sport de glisse en plein essor, mais qui n'est pas sans danger. À Metz, sur l'étang de Thau, Françoise Arvois et Françoise Maison.
Une aile type cerf-volant qui tracte une planche de surf, c'est le kitesurf. Un sport de glisse né il y a 5 ans et aujourd'hui pratiqué par 10 000 amateurs, d'abord à la recherche de sensations fortes. Et à sport extrême, règles de sécurité rigoureuses. J'ai ma voile qui est en l'air, il m'arrive quoi que ce soit, il y a trop de puissance d'un coup, je ne peux plus supporter, j'ai pas les bras assez costauds ou peu importe, je lâche la barre. Dans cette école, première leçon des stages d'initiation, savoir larguer sa voile en cas de danger. Puis faire sa checklist, on vérifie fils et voiles et météo avant le décollage, car le kitesurf est plus fils du vent que de la mer. Alors c'est là le piège, c'est que ça ressemble à de la planche à voile, mais c'est pas de la planche à voile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du nautisme, c'est vraiment de l'aérologie. C'est-à-dire que le plus important, c'est le pilotage du cerf-volant. Faut pas aller acheter une aile comme ça, démarrer sur n'importe quelle plage, n'importe comment. Il y a moyen de se faire mal et surtout, il y a moyen de faire mal aux autres. Choisir un plan d'eau libre de tout obstacle, une autre règle de sécurité importante. Car quand le vent s'engouffre dans la voile, le kitesurfer peut bondir brutalement de plusieurs dizaines de mètres. Je pense que par grand vent, si on est emporté, il faut quand même un minimum de sécurité. Quoi. Puis il faut les suivre à la lettre. Quoi. En 5 ans, le kitesurf n'a causé que 2 accidents mortels. Mais les secouristes en mer interviennent de plus en plus souvent, 50 fois l'été dernier en Méditerranée, et de plus en plus pour des collisions avec des planches à voile. En Grande-Bretagne, lors d'une rencontre d'avions anciens au sud de Cambridge, un appareil de la Royal Navy s'est écrasé. Ces 2 pilotes ont été tués sous les yeux effarés des spectateurs qui assistaient aux démonstrations aériennes. Et puis en Espagne, 6 personnes ont été blessées pendant le traditionnel lâcher de taureau à Pamplune. 2 des coureurs ont été encornés à la cuisse. Les autres ne souffrent que de légères blessures provoquées par leur chute dans la course. Retour à la grande boucle. Vous le savez, c'est Richard Virenque qui a remporté aujourd'hui la première étape de montagne. Demain, la compétition sera encore plus dure sur la route de l'Alpe d'Huez, une route mythique qui a sacré les plus grands champions. Christophe Duchiran, Frédéric Basile. Pour les croyants, il y a Lourdes ou la Mecque. Pour les cyclistes, c'est l'Alpe d'Huez et son pèlerinage à bicyclette. Cette semaine, sur la route de la soif, mythique ruban de bitume qui mène au sommet en 21 virages et 14 km d'ascension. 5 jours avant le passage des coureurs du Tour, par dizaines, les grimpeurs à la petite semelle se prennent pour les rois de la petite reine. C'est humain et très fatigant à la fois. Daniel Breton mitraille pour le plaisir car pour le reste il est à la retraite. Avant il avait un magasin de photos. Depuis 1976, il a vu les coureurs passer de près. Vous les voyez arriver, vous les voyez de face, de dos, de profil. Vous êtes vraiment, vous les entendez souffler, vous les entendez respirer, c'est autre chose. Vous vivez la course alors que sur une table de plat, c'est tellement fugitif. Coppi est seul et termine premier à l'Alpe d'Huez où il prend pour la première fois le maillot jaune. En 1952, première arrivée en sommet du Tour de France, c'est aussi la première arrivée à l'Alpe d'Huez. 1984, le grimpeur Lucho Herrera, salué par les journalistes de son pays, premier Colombien à remporter une étape sur le Tour de France, et c'est à l'Alpe d'Huez. 1986, main dans la main, Lemond et Hinault, le blaireau, dernier vainqueur français, c'est à l'Alpe d'Huez. 1999, Guérini, renversé par un photographe amateur à quelques centaines de mètres de l'arrivée, est finalement vainqueur. Les 2 derniers kilomètres sont barriérés. Parce que sans ça, effectivement, le coureur ne peut plus avancer. La foule, il risque l'accident, il y en a qui le poussent, il y en a qui lui balancent des seaux d'eau. C'est pas possible, c'est plus un métier, c'est un enfer. Moment sublime où les coureurs foncent et fendent une sorte de mer humaine. Il est entendu que les grimpeurs font la légende de l'Alpe d'Huez, mais le public y contribue, massé en bord de route, coloré, nombreux et bruyant. Demain dimanche, 200 à 300 000 personnes viendront saluer les cyclistes aux semelles de vent. Cette semaine, pour encourager les autres, les braves, les petits géants courageux, moins de monde. Sur la route, ils soufflent en silence, car au sommet de l'Alpe d'Huez, rarement, la montagne accouche d'un sourire. L'événement musical hier soir avec sur la scène de l'Olympia les Stones qui se produisaient en concert. Mick Jagger qui fêtera bientôt ses 60 ans n'a rien perdu de sa superbe. Les fans étaient bien sûr au rendez-vous.
Dans un tout autre registre, les grandes eaux nocturnes de Versailles, un spectacle grandiose qui ne durera que quelques jours. Et cette année, un système laser a été installé afin de créer des effets inédits. Une autre manière de découvrir le célèbre château et ses décors grand siècle. Gérard Dalmaz, Daniel Lévy. La Galerie des Glaces ne peut pas s'endormir quand on lui fait miroiter un tel spectacle de nuit. 3 samedis de suite, les grandes eaux nocturnes musicales. L'onde ruisselle en majesté sur le monde voulu par Louis XIV, le laser souligne les sculptures célèbres, la musique apporte sa note grandiose et pourtant apaisante. Dès l'origine, sous Louis XIV, c'était à base de bougies, de torches. Il y avait un jeu toujours, avec les feux d'artifice aussi, le jeu de lumière et d'eau. Oui. Et c'était la nuit, ça, le côté un peu magique de ces fêtes nocturnes, ça recrée un peu ces fêtes de Louis XIV qui ont été si célèbres. Soirée de contemplation. Les jardins de Versailles en beauté illuminée pour découvrir autrement le grand siècle. L'Encelade crache contre le ciel, contre Zeus qu'elle a osé défier. L'Olympe punit le géant en l'enfonçant dans le magma. Une main désespérée témoigne de cet exil vers l'enfer, d'où les couleurs volcaniques orange, rouge, violet. Sans doute un enchantement pour le roi Soleil qui adorait les reflets de l'imaginaire, les audaces des premiers effets spéciaux, y compris la présence silencieuse de la lune en robe de lumière cendrée. Dans l'écrin des bosquets, l'eau prend le pouvoir certains soirs. De jet en jeu, l'eau est royalement privilégiée, une autre forme de musique, rafraîchissante. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h55 Fort Boyard avec Laurie. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte sur ces images du festival de sculpture de sable à Lübeck, au nord de l'Allemagne. Cette année, les œuvres ont la forme de personnages célèbres et de monuments historiques tels que le Sphinx ou le phare d'Alexandrie. Votre soirée sur France 2. Laurie se déchaîne et son équipe va tout donner pour que brillent les boyards du fort. Puis Ardisson reçoit Eric Cantona, Rachida Brakni, les modèles, David Guetta, Charlotte de Turckheim, Robert Smith et Franz-Olivier Gisbert.